Nous allons essayer de reconstituer aujourd'hui l'origine d'un paléo-environnement sédimentaire. Ça veut dire quoi ça? Mais ça veut dire qu'il y a eu des sédiments qui se sont déposés dans un bassin de sédimentation, un milieu de sédimentation. Le résultat, au bout d'un certain nombre de millions d'années, eh bien, a permis la formation de roches que l'on appelle par exemple des roches détritiques. La nature des particules sédimentaires, les conditions de leur transport et de leur dépôt constituent ce qu'on appelle évidemment un environnement sédimentaire. Bien sûr, si on prend une particule qui se détache d'une roche, donc qui résulte de l'altération d'une roche, eh bien cette particule, elle ne constitue pas encore la roche. Mais lorsqu'elle subit un transport et qu'elle se dépose à un endroit, eh bien à mesure que d'autres particules arrivent, cette particule va se trouver entassée, emprisonnée avec d'autres, et l'action de l'eau va s'échapper tout doucement à mesure que la pression augmente, et tout doucement un ciment va se former, et on aura finalement ce grain qui sera pris dans un ensemble cohérent qu'on appellera une roche sédimentaire détritique. Donc là, nous allons essayer de comprendre comment l'analyse d'une roche détritique va permettre de reconstituer un environnement sédimentaire dans lequel elle s'est formée. Donc on va essayer de comprendre à partir d'indicateurs liés au transport des sédiments, eh bien, comment ces roches, enfin la nature de ces roches, on va essayer de comprendre la nature de ces roches, à partir d'un affleurement. Alors ce qui serait intéressant, c'est d'aller prendre un petit morceau de ces roches et puis de regarder en détail quelle est la constitution à l'œil nu de ces roches. Reconstitution d'un paléo-environnement sédimentaire, un affleurement dans le Briançonnais pour comprendre l'histoire de deux roches. Comment l'analyse de roches détritiques permet-elle de tracer l'histoire d'un environnement sédimentaire? Nous voyons sur un affleurement deux roches, une roche numéro 1, une roche numéro 2. Donc déjà, nous allons essayer de déterminer le nom de la roche. Nous allons essayer de voir à travers sa composition si on peut retracer l'histoire de ce paléo-environnement. Nous savons qu'il existe une diversité de roches sédimentaires qui est très importante et on parle quelquefois de roches sédimentaires détritiques. Alors on peut prendre l'exemple des conglomérats, des grès, des pélites que nous avons étudiés dans un cours précédent. Et on sait, enfin nous savons que cette diversité de roches sédimentaires, eh bien, elle varie en fonction de la nature des dépôts. Donc lorsque l'on parle de dépôt, bien entendu, on parle de milieu de sédimentation. Alors on rappelle qu'un sédiment qui résulte de l'altération d'une roche, donc c'est une petite particule par exemple, mais ça peut être un ion aussi, ça peut être une molécule très petite, ou un ion sous forme ionique souvent qui va dans l'eau, par exemple Na+, etc. Eh bien, ces particules qui proviennent de l'altération d'une roche, par exemple, s'appellent des sédiments. Et ces sédiments peuvent être transportés plus ou moins loin, selon la force qui lui permet, par exemple, si c'est un grain de sable, ça peut être du vent. Donc le vent emmène un grain de sable ailleurs. Ça peut être dans l'eau, également, au niveau des torrents, les rivières, etc., emmènent des particules sédimentaires au loin. Donc, vous connaissez tous le mot érosion, qui est en relation avec le transport en parallèle à la notion d'altération des roches, qui fournit donc finalement des sédiments qui vont finir par se déposer dans un milieu de sédimentation. Alors ce milieu, bien sûr, il est plus ou moins loin par rapport au lieu d'altération. Si on prend par exemple des roches granitiques qui sont dans les hautes montagnes, quelquefois on va retrouver très souvent les sédiments bien loin et souvent au niveau de l'océan, des océans.
Donc voilà, donc les roches formées vont dépendre des apports et du milieu de sédimentation. Alors apport bien entendu de sédiments, de particules de taille plus ou moins importante. Voilà, donc on va essayer de reconstituer, on prend un exemple d'environnement qui est un paléo-environnement, c'est-à-dire un environnement qui s'est formé il y a des millions d'années. Pour réaliser ce travail, nous avons besoin de savoir quelles roches il y a dans tel ou tel milieu. Alors évidemment, l'étude actuelle de roches sédimentaires va permettre de reconstituer les conditions qui ont présidé à leur formation. Alors on va prendre l'exemple d'un affleurement de roches détritiques et on va mettre en relation les standards visuels de tri, d'arrondi et de sphéricité qui va fournir une première reconstitution paléo-environnementale. Quelle est la nature des deux roches et comment se sont-elles formées? Nous avons les roches numéro 1 et les roches numéro 2. Il existe 3 standards visuels pour lesquels on peut s'appuyer. On peut faire le classement des éléments de chaque roche, voir leur sphéricité et voir leur arrondi. Pour cela, nous avons 2 tableaux. Le tableau de classement des éléments, le classement peut être très bon, faible ou modéré. Alors on voit que si le classement est très bon, les éléments que nous avons symbolisés ici par des cercles ont des tailles relativement régulières. À peu près toutes les mêmes. Bon, il y en a des ronds qui sont plus gros que d'autres, mais globalement c'est relativement homogène. Donc ça c'est pour un classement très bon. Pour un classement qui est bon, on a des éléments qui sont gros, d'autres plus petits, d'autres moyens, mais on voit bien à l'œil nu que globalement le classement il est bon. Le classement sera modéré si on a des gros éléments avec des éléments moyens et des éléments petits. Bon, des éléments qui sont, on voit bien qu'il n'y a pas de régularité dans la grosseur des éléments. Il y a des éléments qui sont très gros, d'autres qui sont très petits. Donc le classement évidemment il est modéré. Et le classement il est faible si beaucoup d'éléments sont gros par exemple et beaucoup sont petits avec quelques moyens. Bon, dans ce cas, le classement sera faible. Donc 4 classements, très bon, bon, modéré ou faible. Autre standard visuel, c'est celui de la sphéricité. Puis nous verrons celui de l'arrondi. Alors sphéricité, si vous regardez l'échelle du bas, vous voyez qu'il y a une sphéricité qui est croissante. Si on prend l'élément 1D, par exemple, l'élément 1D n'est pas sphérique, il est plat. Et 1C est aplati, 1B plutôt est subsphérique et 1A est sphérique. Ça veut dire que la sphéricité elle est pratiquement parfaite. Si on regarde l'élément 5D, il est très anguleux, il est aplati et très anguleux. Alors ça correspondra à l'arrondi en fait. Un arrondi anguleux, ça veut dire qu'en fait il n'y a pas d'arrondi. Et si on dit que l'arrondi est anguleux. Bon. Bref, si on regarde la sphéricité, on voit qu'il n'y a pas de sphéricité en 5D, l'élément est plutôt plat. Et si on va vers 5C, 5B et 5A, pour 5A, l'élément est sphérique. Alors, il est sphérique, mais il n'a pas d'arrondi. Ça veut dire qu'il est anguleux. Sphérique et anguleux. Mais si on regarde le sédiment en 1A, il est sphérique et arrondi. Il est vraiment arrondi. Bon, entre tous ces intermédiaires, entre 5D et 1A, il y a toutes les possibilités. Pour l'arrondi, on part de anguleux pour aller à subanguleux, puis subarrondi, puis arrondi. Et concernant la sphéricité, on part de plat, on va vers aplati, puis subsphérique et enfin sphérique. Les deux extrêmes sont donc sphérique et arrondi pour 1A et pour 5D, anguleux et plat. Et ensuite, il faudra s'attarder, bien entendu, sur le principe qu'on appelle le principe de l'actualisme, qui précise globalement que les phénomènes qui se passent actuellement, d'une certaine façon, eh bien, il y a une très forte probabilité que dans le passé, ça se soit fait de la même façon.
par exemple on prend une particule qui est transportée par de l'eau actuellement, eh bien autrefois les particules étaient également transportées par de l'eau. Bon, là on prend un exemple très simple, mais il y a des exemples plus compliqués qui permettent de se poser un vrai problème, et pour résoudre ce problème on fait appel au principe de l'actualisme. Donc on va montrer des exemples de figures sédimentaires qui seront comparables à des paysages récents, donc des paysages anciens que l'on va pouvoir trouver au niveau d'affleurement par exemple, et vous allez vous apercevoir que ces paysages récents, grâce au principe de l'actualisme, eh bien, peuvent être reconstitués. Donc on va pouvoir déduire dans quel environnement de sédimentation se sont constitués donc ces milieux de sédimentation, ces sédiments, ces roches détritiques. La roche numéro 1, nous allons voir que c'est un conglomérat grâce au standard visuel à l'œil nu. La granulométrie, les éléments ont des tailles supérieures à 2 mm, on voit bien dans l'échelle montrant la roche que l'on regarde à l'œil nu, et on voit bien que les éléments ont des tailles supérieures, même très supérieures à 2 mm. Bon. C'est un conglomérat. Pourquoi conglomérat? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont noyés dans un ciment. Donc on peut se permettre de dire que c'est un conglomérat. Maintenant les minéraux, si on regarde, si on s'y connaît un petit peu, on voit qu'il y a des minéraux relativement translucides et des minéraux qui sont plutôt blancs. Donc les translucides c'est du quartz et les blancs c'est plutôt des feldspaths. Alors feldspaths de type plagioclase s'ils sont blancs. S'il y avait des roses ce serait orthoclase, des feldspaths de type orthoclase. Donc là ce sont des blancs. Le classement il est modéré et les tailles sont variables. La sphéricité elle est donc les éléments sont subsphériques et les formes sont à peine allongées. Et quant à l'arrondi, il est subanguleux pour la majorité des éléments, donc peu d'arrondi, peu anguleux, donc c'est un petit peu entre les deux. Donc là, la roche, on peut se permettre de dire que c'est un conglomérat. Autrement dit, quand on avait vu sur l'affleurement la roche numéro 1, nous savons maintenant que c'est plus un mystère, la roche est un conglomérat. Et ce conglomérat repose sur... Donc on s'aperçoit qu'il y a un ensemble de particules de taille qui sont supérieures à 2 mm, qui atteignent pour certains 3 à 4 cm. Donc ça veut dire que si on a dans un ciment des petits morceaux de roche, c'est que l'on a affaire à un conglomérat. Alors après on peut se dire, mais c'est un conglomérat, est-ce que les bords des sédiments, donc des particules qui sont emprisonnées, est plutôt arrondi ou plutôt anguleux? Si on regarde, on regarde bien, on a l'impression que c'est plutôt anguleux. Donc ça veut dire que on a un conglomérat de type brèche. Si on regarde, donc ça c'est pour la roche numéro 1 qui était située au-dessus de la roche numéro 2. La roche numéro 1 c'est un conglomérat et essayons de voir ce que l'on peut déduire en regardant une lame mince. Alors, nous allons observer au microscope polarisant en lumière polarisée analysée. Les standards visuels de tri montrent que les minéraux, donc qui sont le quartz et les feldspaths, comme nous avons dit précédemment, ils ont un classement modéré. Donc c'est un mélange de tailles variables. La sphéricité, eh bien c'est subsphérique. Les formes sont à peine allongées. Quant à l'arrondi, il est subanguleux. Il y a peu d'arrondi et peu anguleux. Enfin, c'est peu arrondi et peu anguleux. Conclusion. Donc actuellement, on constate que si un trajet est agité et court, tels les torrents et les éboulis, eh bien le classement des éléments sera faible. Par exemple, fragments de taille variable et mélangés. La sphéricité sera faible, donc les formes restent allongées. L'arrondi sera faible également. On aura des éléments anguleux. Alors, vu les observations macroscopiques
précédente et microscopique actuelle, eh bien, et vu le principe de l'actualisme qui dit que ce qui s'est passé autrefois peut se passer actuellement, donc là si on parle de processus qui ont eu lieu dans le passé, eh bien les processus se déroulent de la même façon. Donc en utilisant ce principe de l'actualisme, on peut déduire que les processus qui sont à l'origine de la roche numéro 1 ont été les mêmes que les processus actuels. On en déduit que le trajet des éléments constituant la roche numéro 1 a été court avec un courant agité. Une roche numéro 1, qui est une roche sédimentaire détritique, dont les éléments figurés, si vous regardez bien, ont une taille supérieure à 2 mm. Alors d'après l'échelle qui est fournie, évidemment. Il s'agit là d'un conglomérat. On a plusieurs types de conglomérats. Par exemple, ça peut être des poudingues ou des brèches, admettons. Bon. Poudingue, c'est lorsque des éléments de taille supérieure à 2 mm, par exemple, eh bien, sont reliés, donc des roches qui sont plus ou moins polies, enfin des petits morceaux de roches qui sont plus ou moins polis, sont reliés entre eux par un ciment. Et donc c'est un conglomérat de type poudingue. Et quant aux brèches, eh bien c'est un petit peu la même chose, sauf que les éléments sont donc présentent des arêtes un petit peu coupantes. Bon, donc des éléments qui sont reliés entre eux par un ciment, mais il n'y a pas d'arrondi. On sent bien que les petits morceaux de roche à l'intérieur n'ont pas été polis sous l'action, par exemple, de l'eau. Bon, donc voilà. Ensuite, il faut regarder au microscope et on s'aperçoit que des minéraux sont de taille variable et composent la roche. Le classement est faible, donc il y a un faible classement si on regarde par rapport au document qui permet de dire bon, bah, est-ce que les minéraux de taille variable sont rangés ou pas rangés, est-ce que le classement est important ou est-ce qu'au contraire les éléments sont mis n'importe comment. Donc là on s'aperçoit que le classement il est relativement faible et les minéraux que l'on a reconnus comme étant des minéraux de quartz et de feldspath. Bon, il y a surtout du quartz, hein. Le quartz c'est un minéral qui est très solide entre parenthèses et qu'on retrouve un petit peu partout dans les sables. Ces minéraux de taille très variable qui composent la roche donc ont un classement qui est très faible. Et les minéraux tels que les quartz et les feldspath, ils ont une forme peu sphérique et moyennement arrondie. Alors selon le principe de l'actualisme, eh bien, on peut dire que les processus à l'origine de cette roche sont les mêmes que ceux observés de nos jours. On peut donc en déduire que le trajet a été relativement court et agité. Donc il y avait pour cette première roche détritique numéro 1 un courant assez fort. La roche numéro 2, donc c'est un grès. Les standards visuels de tri à l'œil nu nous permettent de voir des minéraux, surtout du quartz, que l'on peut voir grâce au sable de grès érodé que je vous ai mis à la loupe binoculaire avec un grossissement de 10. Bon, si on regarde globalement la roche, elle est très homogène, hein, et même avec une échelle de 10 cm, on ne voit pas d'éléments à l'œil nu qui soient suffisamment gros pour qu'on puisse les voir. Il faut que l'on passe par la loupe binoculaire et encore il faut grossir 10 fois les éléments pour commencer à voir les éléments qui constituent la roche. Alors si on faisait une mesure, on verrait que au niveau de la granulométrie, les éléments, donc les sédiments, font entre 63 micromètres et 2 mm. On est bien donc on a bien un grès. Les minéraux, il y a surtout du quartz. Le classement il est modéré, ça veut dire qu'on a des tailles qui sont petites et dans la petitesse c'est relativement variable. Mais globalement c'est petit, entre 63 micromètres et 2 mm. La sphéricité, on est encore dans le subsphérique, les formes sont peu allongées, hein, et correspondant à l'arrondi, on est dans le subarrondi encore, donc les éléments sont assez arrondis. On s'aperçoit que cette roche elle est très régulière, enfin qu'il y a un aspect comme s'il y avait des couches très sombres, et on a vu que sur une échelle, on voit que sur une échelle de 10 cm, il n'y a absolument pas de particules à l'intérieur, de particules que l'on voit à l'œil nu. On a l'impression que la structure est complètement homogène,
comme si des milliards et des milliards de petites particules sableuses étaient reliées entre elles par un espèce de ciment absolument invisible à l'œil nu. Alors, bien sûr, si on s'approche, on voit un petit peu, on peut voir ces quelques grains, enfin les grains qui sont reliés par quelque chose, mais il faut vraiment regarder attentivement et à la limite avec une loupe. Alors, donc là, échantillon numéro 2, on voit bien qu'il y a eu sans doute un dépôt de particules sableuses et qui se sont entassées, comme je vous ai dit précédemment, et qui se sont trouvées emprisonnées dans un espèce de ciment. Donc voilà pour l'état de la roche numéro 2. Observons en la mince. Donc nous voyons une observation au microscope polarisant, donc lumière polarisée analysée. Les standards visuels de tri montrent que les minéraux, le quartz en l'occurrence, ont un classement modéré. Les tailles sont petites et variables. Une sphéricité subsphérique. Les formes sont peu allongées. Un arrondi subarrondi. Donc c'est assez arrondi. Conclusion. Actuellement, on constate que si un trajet est long, le classement des éléments sera bon. On aura de petits fragments de même taille. La sphéricité sera forte. Nous aurons des formes courtes et l'arrondi sera bon. On aura des éléments peu anguleux. Donc, vu les observations macroscopiques des diapos précédentes et microscopiques concernant cette diapo, et connaissant le principe de l'actualisme, on déduit que les processus à l'origine de la roche ont été les mêmes que les processus actuels. On en déduit donc que le trajet des éléments constituant la roche numéro 2 a été long et régulier. On s'aperçoit que les éléments figurés ont des tailles qui sont comprises entre 2 mm et 63 micromètres. Micromètres, donc c'est 10 puissance moins 6 mètres. Donc c'est un grès. On disait que c'était un grès. Tout à l'heure, dans la roche numéro 1, il s'agissait d'un conglomérat. Et là, il s'agit d'un grès. Alors un grès, on avait vu que c'est du sable. Et les éléments, donc ces sables, enfin les éléments qui constituent le sable sont reliés par un ciment. Alors si on regarde bien au microscope, on s'aperçoit que les minéraux sont de taille homogène. Le classement est donc très bon. Et les minéraux, évidemment, qui sont le quartz essentiellement, ont une forme qui est relativement sphérique et bien arrondie, dans notre exemple en tout cas. On peut déduire, en utilisant bien entendu le principe de l'actualisme, que le trajet a été relativement long, voire un petit peu régulier. Il faut regarder, il faut observer au microscope polarisant, donc en lumière polarisée, analysée ou non analysée. Donc il faut regarder une lame mince de cette roche dans lesquelles, puisqu'on parle des roches 1 et 2, donc on peut voir donc des minéraux. Bon, c'est coloré parce que la lumière polarisée et analysée permet de voir des colorations. Alors là, on voit quoi? On voit plein de particules pour la roche numéro 1. On voit des espèces de cristaux, enfin de minéraux plutôt, de minéraux qui ont une taille supérieure à 400 micromètres. Donc 400 ou supérieur à 400 micromètres. Et si on compare avec la roche numéro 2, donc au microscope polarisant également, on s'aperçoit qu'il y a des minéraux qui sont beaucoup plus petits et dont la taille est inférieure à 400 micromètres. Donc on voit bien qu'on n'a pas les mêmes constituants microscopiques. Voilà, alors on peut se poser la question, voilà, quelle est la différence entre ces deux? Alors on reconnaît, il faut s'y connaître un petit peu, mais on reconnaît donc on voit qu'il y a des feldspaths et beaucoup de minéraux de quartz. Alors donc ça veut dire que dans la roche numéro 1, c'est plutôt... si on commence par la roche numéro 2 qui s'est formée avant la roche numéro 1, on s'aperçoit qu'il y a eu un milieu de sédimentation qui a fait que des grains de sable se sont trouvés emprisonnés dans un ciment pour former un grès. Alors que dans la roche numéro 2, qui s'est formée après évidemment,
puisque là on parle du principe de superposition. La roche numéro 2 qui est sous la roche numéro 1 s'est formée avant la roche numéro 1, qui elle s'est formée après la roche numéro 2. Donc la roche numéro 1, elle qui présente donc des espèces de sédiments, enfin des particules sédimentaires quand on regarde à l'œil nu, relativement importants, donc supérieurs à 3 cm, et quand on regarde au microscope polarisant, eh bien, on s'aperçoit que les grains sont plus gros, enfin que les minéraux sont plus gros que dans le cas de la roche numéro 2. Donc ça veut dire que la roche numéro 1 s'est formée, enfin les conditions de formation de la roche numéro 1 n'étaient pas les mêmes, là n'étaient pas la même que la condition de formation de la roche numéro 2. Alors on a un standard visuel de tri qui permet de montrer que, donc, qui permet de classer en fait les particules. Et donc ce standard visuel de tri nous montre que ce classement peut être très bon. Donc ça veut dire qu'on a plein de particules sédimentaires qui ont toutes à peu près la même taille, à peu de choses près. Donc ça veut dire qu'il y a eu un classement qui s'est fait, un très bon classement qui s'est fait. Le classement peut être bon, donc ça veut dire qu'il y a des particules qui sont un peu plus grosses que d'autres, d'autres un peu plus petites. Bon, le classement est bon, mais ce n'est pas un classement parfait. Et puis le classement peut être modéré. Ça veut dire que là, on a des particules qui sont très fines, très petites, d'autres moyennes et d'autres relativement grosses par rapport aux autres. Et puis lorsque le classement est faible, ça veut dire que le classement c'est pas bien fait en fait, et on retrouve des grosses particules parmi des particules qui sont petites. Voilà, donc on peut identifier les roches sédimentaires. Il suffit de s'y connaître un petit peu et puis de dire, bon là on a par exemple un conglomérat et là on aura un grès. Alors il faut évaluer le tri des particules de ces roches en observant évidemment au microscope. Enfin, on peut faire le tri en fait à l'œil nu, lorsque l'on regarde la roche à l'œil nu, et on peut faire le tri également lorsqu'on regarde la roche au microscope polarisant, lorsque l'on observe une lame lisse. Voilà, on peut évaluer ce tri. Alors, tout à l'heure, donc, je vous ai dit, je vais vous en donner la solution tout à l'heure, à la fin du cours. Mais là, ce que je vous invite, c'est d'essayer de comprendre par vous-même, d'essayer de trouver les documents et d'essayer de comprendre. Voilà, donc vous évaluez le tri, vous évaluez l'arrondi et la sphérisité des particules. Alors, je ne vous ai pas parlé de sphérisité. En fait, on a un standard visuel également que vous pouvez trouver sur Internet. Vous avez un standard visuel de l'arrondi et de la sphérisité. Alors, on a la sphérisité en fonction de l'arrondi. Alors là, vous avez plusieurs possibilités. La sphérisité, ça veut dire que les particules sont plus ou moins arrondies. Ça sous-entendrait qu'elles ont subi un polissage. Polissage par l'eau, par exemple, si on trouve des galets le long des plages de Normandie, on voit bien que les galets sont arrondis. Donc il y a eu l'action de l'eau sur les particules, sur les roches qui au départ étaient sans doute plutôt anguleuses. Et puis entre ce qui est très arrondi au niveau des particules et ce qui est très anguleux, donc il y a une différence entre les deux, et donc ça correspond à un standard visuel et on peut se faire une idée de la nature des sédiments et puis nous aider à comprendre en fait en observant les sédiments, eh bien est-ce qu'ils sont plutôt sphériques ou plutôt arrondis. Et en parallèle, on a donc la grosseur des particules. Donc, on peut avoir des particules, donc des rangées de particules qui sont très grosses, relativement grosses, par exemple 3 cm, mettons. Donc, on peut avoir des particules de 3 cm arrondies ou 3 cm anguleuses. Bon. Et on a des particules plus petites également qui peuvent être évaluées de la même façon. Alors, donc les débris qui sont contenus dans les roches sédimentaires vont renseigner sur les conditions de transport de ces particules, de ces débris sédimentaires en fait, et des observations actuelles, donc des observations actuelles vont nous renseigner sur au moins deux choses. Alors d'abord, plus le trajet est long, par exemple qui correspond à un trajet dans une rivière ou un fleuve, eh bien plus les sédiments sont de petite taille et bien triés. Donc ça c'est important, c'est un critère très important. Et on voit bien quand on avait l'échantillon de la roche numéro 2 que apparemment ce serait le cas. Alors que la roche numéro 1, elle qui présentait des particules très hétérogènes, de grosseur hétérogène, eh bien on voit bien que le milieu de sédimentation n'était pas le même.
Donc plus un trajet est long, rivière et fleuve, et plus les sédiments sont de petite taille et bien triés. Ensuite, les chocs répétés peuvent émousser les angles et arrondir leur forme, évidemment. Parce que si on a un transport, par exemple dans une rivière ou un fleuve ou un torrent, bah, c'est sûr que les particules vont subir vont s'arrondir, entre guillemets, ça veut dire qu'elles vont être polies, entre guillemets. Et ensuite, deuxième chose, renseignement par rapport au principe de l'actualisme, eh bien, à l'inverse, un trajet très agité, par exemple, c'est le cas des éboulis, des torrents. Donc quand on a un éboulis dans une chaîne de montagne, quand on a un torrent qui est quelquefois très violent, hein, parce que quand un torrent, surtout en période d'inondation, etc., d'intempéries, eh bien, les torrents peuvent être très violents et donc l'action sur les roches va être très importante. Donc quand un trajet est très agité, on va conserver, donc il conserve des fragments de grande taille et qui vont être mélangés. Si vous prenez un tas de cailloux et que vous les jetez n'importe comment avec du sable ou des galets ou des graviers, admettons, bah c'est sûr qu'il n'y a pas de classement, tout est mis au hasard. Et leur forme, dans ces cas-là, ces débris vont rester allongés et relativement anguleuses. Donc si on regarde, donc on a regardé au microscope polarisant, hein, vous avez regardé, vous avez vu que dans la roche numéro 1 et dans la roche numéro 2, donc on voit les éléments hein, grâce à un dispositif de polarisation, et que concernant ces roches, eh bien, la roche numéro 1, je rappelle que le trajet, donc concernant la formation de la roche numéro 1, donc je rappelle que le trajet des éléments constituant la roche numéro 1 a été court avec un courant agité, tandis que pour la roche numéro 2, le trajet des éléments constituant cette roche a été long et régulier. Voilà, donc au niveau de la reconstitution du paléo-environnement, bon, on voit bien que on a eu une période où le courant était agité avec de courtes distances d'éléments. Et puis un petit peu plus tard, puisque la roche numéro 1 est sur la roche numéro 2, un petit peu plus tard au cours des millions d'années, eh bien, on a eu plutôt quelque chose de calme et de régulier, puisque dans ces conditions-là, la roche, qui est un grès, s'est formée sur le long terme, sur quelque chose qui s'écoulait de manière longue et régulière. Bon, voilà, entre l'agité court et le long régulier, donc on voit bien qu'au niveau du paléo-environnement, on avait deux différences. Proposons maintenant une roche numéro 3. Donc nous voyons, donc c'est la photo A, nous voyons des grès avec des rides. Alors, comment interpréter la présence de ces rides? Essayons de les comparer à une plage actuelle. Un grès, c'est une roche qui possède des éléments sableux, donc des grains de sable qui sont reliés entre eux par un ciment. Et sur la photo B, nous voyons des rides de plage actuelles. Donc ce sont des rides de sable que l'on peut voir actuellement sur les plages, que l'on a trouvées à Villers-sur-Mer. C'est une zone côtière où il y a des marées montantes et descendantes. Les rides sont récentes et correspondent-elles à ce que l'on peut voir sur la roche numéro 3 qui, elle, est une roche qui s'est formée il y a plusieurs millions d'années. Comment interpréter ces rides de sable? Eh bien, les rides de sable de la photo B, donc les rides de sable actuelles, sont observées en bord de mer. Elles sont dues à l'action de la houle sur une plage. La direction des crêtes est perpendiculaire au mouvement de l'eau. Et si nous regardons la photo A, donc la roche A, nous voyons qu'il y a des rides fossiles dans des grès, correspondant à des grès du bassin de l'Odève. Donc on voit bien là qu'il y a une similitude entre la photo A et la photo B. On va utiliser le principe de l'actualisme pour dire que ce que l'on voit de la roche numéro 3, on voit des rides
comme des rides de sable actuelles que l'on peut voir actuellement. Ça veut dire qu'on utilise bien le principe de l'actualisme pour dire que la roche numéro 3 s'est formée selon les mêmes conditions que les rides de sable que nous pouvons voir par exemple à Villers-sur-Mer. Donc en conclusion, la roche numéro 3 c'est un grès. Elle présente à sa surface des rides fossiles et d'après le principe de l'actualisme, on peut dire qu'elle s'est formée au niveau d'un rivage d'une zone côtière dans une zone de balancement des marées. Donc ça veut dire qu'il y a des marées hautes, des marées basses et qu'il y a des forces qui vont faire en sorte que tout doucement des rides de sable vont se former actuellement. Et pour une raison X, si la mer s'est retirée il y a des millions d'années, ces rides de sable sont restées, elles se sont fossilisées et on peut les retrouver dans le bassin de l'Odève. Dans la roche numéro 3, on observe de petites rides à la surface du grès. C'est bien une figure de sédimentation que l'on observe actuellement sur les plages. Donc, évidemment, là, on va appliquer le principe de l'actualisme. Et on observe également ce phénomène dans certaines zones marines qui sont brassées par un courant relativement important. Donc, selon toujours le principe de l'actualisme, on peut donc en déduire que cette roche s'est formée au niveau d'un rivage. Donc, vous voyez que déjà les roches 1, 2, 3 ont des origines différentes. La roche détritique numéro 1 qui était un conglomérat. La roche numéro 2 donc, qui était un grès. Et la roche numéro 3 qui était un grès également, dont la formation montre qu'il y avait un rivage. Donc ce grès s'est formé au niveau d'un rivage. Alors que le grès précédent, c'était notamment au cours d'un trajet qui avait été relativement long et régulier. Proposons maintenant une roche numéro 4. Observons une roche numéro 4 dans un affleurement. Donc il s'agit d'un grès de la vallée de Sheba en Afrique du Sud, un grès qui date de 3220 millions d'années. Nous observons des figures de stratification entrecroisées qui ressemblent un petit peu à des arêtes de poissons. Comment les interpréter? Nous allons essayer de les comparer à un dépôt grand A que l'on verra dans la diapositive suivante. Mais là, regardons un petit peu cette roche numéro 4 et nous voyons des espèces de traits qui peuvent ressembler à des arêtes de poissons. Nous allons comparer par rapport à un dépôt A, qui est un échantillon sédimentaire qui a été prélevé dans une boîte de Reinec et qui a été séché. Il s'agit d'un prélèvement issu d'une zone côtière où il y a des marées montantes et descendantes. Le dépôt A est récent, relativement récent en tout cas, tandis que la roche A est très ancienne puisqu'elle date de 3220 millions d'années. Si nous regardons donc ce dépôt A actuel et cette roche numéro 4, qui est un grès également, nous voyons qu'il y a des similitudes dans l'apparition de ce que l'on appelle des arêtes de poissons. Bon. Essayons de comprendre un petit peu plus. Concernant le dépôt A, essayons de décortiquer un petit peu les choses pour mieux comprendre comment se sont formées ces, entre guillemets, arêtes de poissons. Donc ce sont des figures entrecroisées. On a l'impression qu'il y a eu des espèces de mélanges, on ne sait pas trop, mais l'interprétation va nous permettre de comprendre. Donc le dépôt A, c'est un échantillon sédimentaire qui a été prélevé dans une boîte de Reinec et SCG, comme nous avons dit précédemment. Ce prélèvement est issu d'une zone côtière où il y a des marées montantes et descendantes. Le dépôt A est récent, relativement récent en tout cas, et ça nous permettra de raisonner tout à l'heure pour la roche numéro 4 grâce au principe de l'actualisme. Donc le principe de l'actualisme, là, il se passe quoi actuellement?
eh bien, le dépôt A est récent. Nous allons mieux comprendre en interprétant les figures de stratification entrecroisées, donc arête de poisson du dépôt A. Donc si vous regardez, donc vous voyez sur le document donc des espèces de lignes qui ont été retracées en vert, en jaune, en bleu, en rouge et en noir. Donc c'est bien le dépôt A qui est issu de la boîte de Reinecq. Ce dépôt a été séché. Schéma interprétatif, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Sur le schéma interprétatif numéro 1, nous voyons qu'il y a eu un dépôt, donc il y avait une mer calme, et il y avait un dépôt numéro 1 que l'on a mis en vert, mais qui symbolise le dépôt des couches sédimentaires. Dans le schéma interprétatif numéro 2, nous voyons que la mer a monté, et il y a eu un dépôt numéro 2, jaune, sur le dépôt vert. Ensuite, il y a eu, dans la photo 3, une érosion correspondant, une érosion sur le jaune, donc sur les sédiments qui sont en jaune. Donc il y a eu en quelque sorte une espèce de décapage, puis la mer est revenue, la mer est redescendue, et il y a eu un dépôt sédimentaire bleu sur le jaune. À nouveau, dans la diapo numéro 5, il y a eu une érosion, une espèce d'érosion sur le court terme, évidemment. Donc il y a eu une érosion, et puis on voit bien que l'érosion affecte la partie bleue, donc les sédiments bleus qui sont posés lorsque la mer redescendait, et les sédiments jaunes qui, eux, se sont formés lorsque la mer montait. Et puis, il y a eu à nouveau une montée de la mer, donc il y a eu un dépôt numéro 6 que l'on a représenté en rouge, et ce dépôt numéro 6 vient sur les dépôts jaunes et bleus qui ont été précédemment érodés dans le schéma numéro 5. Puis à nouveau, il y a une érosion. L'érosion, la marée monte, donc la mer monte et va éroder en fait l'ensemble pour X raisons. Bon, il n'y a pas forcément que la mer, là on schématise. Donc il y a une érosion qui se fait sur le bleu et sur le rouge, et ensuite la mer revient, elle redescend, et elle va faire à nouveau un dépôt sédimentaire, donc que l'on a symbolisé par des petits traits noirs sur le schéma numéro 8. Et puis voilà, le processus se poursuit, et là on voit bien sur le dépôt A, que suite à l'interprétation, on comprend bien qu'il y a eu des mouvements de montée de la mer, d'érosion, puis de redescente de la mer. Et chacun de ces éléments, chacun de ces processus, donc de montée, de descente et d'érosion, a fait en sorte que on a bien ces figures de stratification entrecroisées qui ressemblent un petit peu à des arêtes de poisson. Donc maintenant nous pouvons interpréter ce que nous voyons sur la photographie, enfin sur la roche numéro 4. Donc l'interprétation, nous allons essayer de la faire au vu de l'interprétation de ce que l'on a fait sur le document A, c'est-à-dire sur les dépôts sédimentaires dus à des montées et descentes et érosions dues à la mer. Donc la roche numéro 4, c'est un grès de la vallée de Sheba en Afrique du Sud. On a dit elle a 3220 millions d'années. Application du principe de l'actualisme sur la roche numéro 4. Eh bien, en comparant avec le dépôt A interprété dans la diapo précédente, les dépôts 1, 3 et 5 que vous voyez sur l'affleurement se seraient faits à marée descendante. Donc si vous regardez bien 1, 3 et 5, à marée descendante, donc ce sont les traits qui sont parallèles, mais qui montrent bien qu'il y a eu un dépôt sédimentaire. Tandis que les dépôts 2 et 4 se seraient faits à marée montante. Donc, tout à l'heure, marée descendante, et pour les dépôts 2 et 4, marée montante, ce qui donnerait des figures de stratification entrecroisées qui ressemblent, donc qui ont des formes d'arêtes de poisson. Donc, si vous regardez 1, 3, 5, la mer descend, mais avant de descendre, elle a monté. Et si vous regardez les documents 2 et 3, eh bien, ça correspond à une montée de la mer, un dépôt sédimentaire. Alors, c'est simplifié parce que ça ne se fait pas forcément en 30 secondes,
on pourrait faire d'autres hypothèses. Hein. Bon, mais moi j'ai choisi cette hypothèse-là qui permet de bien comprendre que lorsque la mer monte, elle dépose des sédiments. Ensuite, il y a une espèce d'érosion qui peut se faire que je n'ai pas représentée ici. Et ensuite, lorsque la mer redescend, eh bien, il y a une espèce, il y a un dépôt également de sédiments. Donc, les lignes montrent la direction et le sens, en quelque sorte, donc correspondant à des dépôts sédimentaires lors de la montée, soit à des dépôts sédimentaires lors de la descente. Voilà. Donc là, nous avons compris que, en conclusion, on peut dire que d'après le principe de l'actualisme, la roche numéro 4 s'est formée dans une zone côtière de balancement des marées. Donc, comme ce que nous avons vu pour les dépôts numéro 1 qui se fait actuellement. Une roche numéro 4, c'est encore un grès qui va présenter des figures entrecroisées qui vont ressembler à celles des sédiments qui sont prélevés en milieu côtier et qui présentent des caractéristiques qui sont telles qu'on voit bien que ce sont des marées montantes et descendantes qui ont édifié les structures. Alors selon le principe de l'actualisme, on peut donc en déduire que cette roche s'est formée dans une zone côtière de balancement des marées. Reconstitution d'un paléo-environnement sédimentaire, un affleurement dans le Briançonnais pour comprendre l'histoire de deux roches. Nous avions posé comme problème comment l'analyse de roches détritiques permet-elle de retracer l'histoire d'un environnement sédimentaire. Eh bien, nous pouvons en faire un bilan général. Donc, nous répondons à la problématique. Nous allons regarder ce tableau avec le numéro de la roche, la nature de la roche et les indices correspondant au paléo-environnement local. Pour la roche numéro 1, nous avons vu que c'était un conglomérat. Le trajet des éléments constituant la roche numéro 1 a été court avec un courant agité. La roche numéro 2 est un grès, donc qui était situé sous la roche numéro 1. Le trajet des éléments constituant la roche numéro 2 a été long et régulier. Donc là, on voit bien entre ce qui s'est passé, qui a donné la roche numéro 1 et ce qui a donné la roche numéro 2 ensuite, eh bien, il y a eu une modification des flux en quelque sorte, puisque quelque chose était court et agité, alors que pour la roche numéro 1, alors que pour la roche numéro 2, c'était long et régulier. Donc il y a eu une modification du paléo-environnement. Hein, bon, tout ça, ça se fait sur des milliers d'années, millions d'années même. Autre chose maintenant, la roche numéro 3, c'est un grès. La roche numéro 3, nous avons vu qu'elle s'est formée au niveau d'un rivage d'une zone côtière, dans une zone de balancement des marées. Et pour la roche numéro 4, qui est également un grès, eh bien, la roche numéro 4 s'est formée dans une zone côtière également, donc une zone de balancement des marées également. Si on voulait reconstituer un paléo-environnement, eh bien, il faut s'attarder, il faut prendre des roches, donc aller au niveau de l'affleurement, prendre des roches et puis les étudier en détail. Hein, c'est ce qu'on a fait pour les roches 1, 2, 3 et 4. Donc la roche sédimentaire détritique qui était dans le premier cas un conglomérat. Et ensuite les trois autres roches que l'on a trouvées dans un affleurement bien précis étaient des grès. Mais bien que ce soit des grès, les milieux de formation de ces roches n'ont pas été les mêmes. Donc voilà, on a vu qu'il existait une diversité de roches sédimentaires détritiques. Donc on avait dit que c'était des conglomérats, des grès. On a également des pélites, hein. On n'a pas étudié les pélites ici, on aurait pu le faire aussi. Donc les roches se sont formées dans un milieu de sédimentation un peu spécial. Donc on a vu que le paléo-environnement sédimentaire peut être très facilement reconstitué en connaissant un petit peu les roches, en regardant leurs critères, leurs caractéristiques, en regardant au microscope également des lames minces de ces roches qui présentent les minéraux qui constituent ces roches. Voilà, bon, le cours est terminé. Merci.